Après la signature d'un accord de paix, la République démocratique du Congo et le Rwanda envisagent de signer un autre accord. Il s'agit d'un accord de principe du cadre d'intégration économique régionale. Et pour en parler, nous recevrons le ministre de la Communication et Médias, M. Patrick Muyaya, qui est notre invité. Il sera avec nous tout de suite après ceci. Monsieur le ministre, bienvenue. Merci. Alors, nous avons vu et même suivi, communiquer suffisamment sur ce premier accord qui était signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous nous revenez avec des précisions sur un autre accord. Cette fois-ci, il s'agit de l'accord du principe du cadre d'intégration économique régionale. On aimerait d'abord ressortir la grande différence qui existe. Alors, dans l'accord de paix, vous vous souvenez qu'on a parlé, je pense, au point 6 de l'intégration économique régionale qui ferait l'objet d'un autre accord. Souvenez-vous, le président américain avait annoncé qu'il y aurait un accord qui devait être signé par les deux chefs d'État. Il s'agissait bien évidemment de cet accord d'intégration économique et pour qu'on arrive un peu dans l'esprit de ce que nous faisons depuis le début, avant l'accord de paix du 27 juin, il y avait la déclaration de principe du 25 avril. Et donc, avant qu'on arrive à cet accord définitif, nous devons passer par les principes que nous avons évidemment entre les deux parties spécifiés. Il vous souviendra que le 30 juillet dernier, je pense, à Washington, il s'est tenu autour du médiateur américain deux réunions. Il y avait une réunion d'abord du mécanisme de surveillance qui est prévu par l'accord, qui réunit Américains, Rwandais, Congolais et d'autres observateurs. Je pense que vous avez suivi les communiqués conjoints qui a été ressorti au terme de ces échanges. C'est un pas dans l'application de l'accord du 27 juin et ces textes viennent en réalité précéder les textes d'un accord. Alors, pourquoi on a fait cet accord, cette déclaration de principe pour la création du cadre d'intégration économique régionale, parce qu'il faut fixer justement le cadre dans lequel cette intégration va se faire. Il fallait définir le principe, et vous connaissez nos lignes rouges. Notre souveraineté, y compris sur nos minerais, a été clarifiée dans ces cadres-là, et nos objectifs. On ne peut pas commercer, on ne peut pas aller vers une intégration économique régionale si nous n'avons pas tous collaboré pour mettre en place la paix et justement, la paix que le président de la République souhaite durable et définitive qui permette de baliser tout ça. Très bien, il faudrait d'abord remonter la mèche pour parler de la déclaration de principe qui est d'ailleurs le dénominateur commun. Est-ce que cette déclaration a été respectée par les deux parties avant d'arriver justement à cet accord de principe? Sur la déclaration de principe, on a défini plus ou moins, on a défini les grandes lignes qui ont fait l'objet de l'accord. Ici, je souhaiterais peut-être qu'on parle de l'accord qui a plus ou moins tracé la ligne de comment cette intégration régionale devrait en tout cas être énoncée. Et la déclaration de principe dont question dans cette interview vient donner les détails, notamment des secteurs, on parle d'infrastructure, on parle d'énergie, on parle de santé, de tourisme transfrontalier et d'autres domaines dans lesquels nous devons aller plus en détail quand viendra le moment de l'accord. Mais on a aussi l'occasion de rappeler que c'est un accord qui s'effonde sur le principe de souveraineté, des respects mutuels et de coopération régionale, et cet accord présente, donc ces cadres va présenter une forme de vision commune pour relever les défis de longue date et prospère et faciliter une prospérité partagée dans la région de Grand Lac. Est-ce que cet accord de principe prend en charge toutes les questions qui divisent la RDC et le Rwanda en ce qui concerne l'économie justement de l'exploitation minière? Écoutez, je vais vous lire par exemple un extrait. Les participants affirment que chaque pays dispose d'un contrôle souverain total sur l'exploitation, la transformation et l'exportation de ses ressources naturelles. Chaque pays doit pouvoir tirer des bénéfices économiques appropriés de ses ressources en encourageant l'industrialisation du secteur minier conformément à ses politiques et à ses cadres juridiques. Chaque pays souligne également que les communautés doivent bénéficier des revenus et autres avantages découlant de l'extraction, de la transformation et de la commercialisation. Dans la quête d'une plus grande transparence et d'une meilleure rétention des valeurs, les participants ont l'intention de travailler conjointement avec les parties prenantes concernées pour éliminer progressivement les obstacles, qu'ils soient réputationnels, techniques ou commerciaux, qui entravent l'exportation directe et légale de minerais. Je vous donne là un extrait
de ce qui a été mis dans cet énoncé des principes qui va permettre de créer ces cadres, où vous allez voir que toutes les problématiques ont en réalité été sériées. Mais ici, il y a un pas, il y a une distance entre le moment où nous signons et le moment où les choses doivent s'appliquer. Et nous, pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, le président de la République est pleinement engagé là-dessus, les gouvernements avec lui, et les autres le sont aussi. Mais l'être ne signifie pas l'être véritablement tant que cela n'est pas suivi des faits. On a vu qu'il y a eu quand même de l'autre côté la ratification de ce qui a été convenu, c'est-à-dire qu'il y a une volonté pour eux aussi d'y aller, parce qu'il ne faut pas oublier que au moment où nous parlons, l'économie rwandaise souffre des sanctions. Aux États-Unis d'Amérique, les choses évoluent, avec notamment tout ce qui se passe pour mettre ensemble les deux pays dans une collaboration. Entre-temps, à Doha, on n'en parle presque pas. Quelle est la situation actuelle? Bon, écoutez, à Doha, il y a eu la déclaration de principe du 19 juillet. Je crois qu'il y a un travail en cours parce que les deux parties devraient se retrouver, je crois, incessamment pour continuer les discussions qui doivent aboutir à un accord de paix. Mais aujourd'hui, il y a aussi autre chose. Beaucoup incriminent un tout petit peu le gouvernement congolais de ne pas faire un pas lorsqu'il faut parler de la situation dans l'Est. Il y a quand même des avancées, notamment avec ces différentes concessions faites soit par le Rwanda, soit par la RDC. Mais le gouvernement de Kinshasa continue à indexer, à citer le Rwanda, qui a quand même accepté de... Non, écoutez, ce n'est pas parce que nous allons vers la paix qu'on doit oublier de donner les raisons qui ont milité à la création de cette situation. Il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas construire la paix en oubliant le passé. On ne peut pas non plus penser construire une paix définitive et durable si on n'a pas traité les questions. Parce qu'on est dans un processus de négociation. Tout au moins au plan judiciaire de certains coupables, parce qu'il y a des crimes imprescriptibles qui ont été commis. Et toutes ces choses-là ne sont pas, à mon avis, antinomiques. C'est des choses qui peuvent se faire en même temps. Ici, il faut considérer que nous sommes engagés dans, et c'est ça les cadres, par exemple, des échanges que nous avons avec nos étudiants, pour les engager dans la construction de la paix. Mais pour qu'on arrive à faire le choix de la paix, on doit être en mesure de comprendre d'où nous sommes venus, où nous sommes là, et ce qu'il faut qu'on fasse collectivement pour que cela ne se répète plus. Il ne faut pas oublier non plus que nous sommes encore dans un contexte marqué par des tensions, et que même si nous faisons ce cheminement vers la paix, nous devons rester vigilants. Et c'est donc dans le cadre de cette vigilance citoyenne que nous faisons notre part pour nous assurer que notre jeunesse comprend ce que le président de la République est en train de faire actuellement, parce que ce qu'il fait actuellement, c'est ce qui va déterminer le futur et l'avenir de notre pays. Monsieur le ministre, vous êtes sans ignorer que la RDC est toujours reprochée de négocier en position de faiblesse à chaque fois qu'il y a un accord à signer. Consultez l'histoire. Aujourd'hui, la RDC joue une carte majeure avec notamment la signature de cet accord de principe du cadre d'intégration économique. Est-ce que, selon vous, en lisant cet accord, vous sentez que la République démocratique du Congo se positionne comme une nation en force face au Rwanda? Bien sûr, ceux qui parlent de faiblesse, j'aimerais bien savoir de quelle faiblesse ils parlent. Il y en a eu plusieurs accords qui ont précédé celui-ci. Non, il faut qu'on soit précis, parce que nous sommes dans un exercice qui est délicat, parce qu'il y a justement, dans les contextes actuels, plusieurs processus en même temps. Il faut qu'on s'assure que tout le monde comprenne. C'est pour ça que nous faisons un travail de pédagogie, où nous expliquons les cheminements à partir du 18 mars, lorsque le président Tshisekedi a rencontré les présidents rwandais autour de l'émir du Qatar, et de tout ce qui s'en est suivi. Regardez par exemple dans l'accord du 27 juin, mais cet accord réitère notre principe défendu à corps et à cri de souveraineté. Personne ne le conteste. Ne médite pas que ça, c'est une position de faiblesse. Ne médite pas non plus que lorsqu'on l'obtient, qu'il n'y ait plus de brassage et de mixage, c'est une position de faiblesse. Ne médite pas non plus que lorsqu'on l'obtient, avant qu'on passe au cadre d'intégration économique régionale, qu'on combatte les trafics illicites, la contrebande et tout ce qu'il y a d'activité à la base des morts de Congolais aujourd'hui pour mettre un main sur nos mines. On a célébré les Génocost il y a quelques jours. C'était en position de faiblesse. Non. C'est pour ça qu'ici, il est important que nos jeunes s'impliquent davantage en lisant ce qui est écrit dans les différents textes. Parce que ce n'est qu'en les lisant, et en les lisant dans un cadre général d'un écosystème où il y a d'autres textes aussi qui ont été mis en contribution,
qu'on peut se faire une véritable religion sur tout ce qui se Combien d'accords la RDC doit-elle signer exactement pour voilà, atterrir à ces consensus de paix attendus? Bon, écoutez, au point où nous en sommes, nous avons l'accord de paix de Washington du 27 juin 2025. Il y aura l'accord de paix de Doha entre les représentants du gouvernement et l'AFC M23. Il y aura l'accord qui va porter à la création du cadre d'intégration économique régionale qui sera signé par les chefs d'État. Donc, parce que justement, il faut régler les problèmes et nous savons tous que les vraies raisons de la guerre sont économiques. C'est pour ça que la question économique devrait figurer en bonne place dans les échanges. Et n'oubliez pas qu'il y a une volonté du gouvernement américain d'investir dans la région et nous connaissons tous les standards américains lorsqu'il s'agit d'investissement en termes de lutte contre la corruption, en termes de lutte contre les trafics illicites, en termes de lutte contre la contrebande. Donc on peut espérer que la combinaison de ces trois accords nous permettront d'avoir une paix durable et restaurée dans cette partie, pas seulement, mais surtout de déclencher tous les potentiels économiques de cette région qui va pas seulement profiter à la RDC, au Rwanda, ça va profiter au Burundi et à tous les autres pays de la région. Est-ce que l'on peut comprendre aujourd'hui, Monsieur le ministre, que cet accord vient contraindre la RDC à tout prix à négocier, même à collaborer avec le Rwanda pour réussir son élan économique? Non, mais nous avons déjà notre élan économique, n'oubliez pas. Aujourd'hui, c'est que nous voulons, dans le cadre de l'élan économique que nous avons dans les autres parties du pays, par exemple, principalement au Katanga, autour du bout minier. Vous avez vu que nous développons un projet minier dans le Congo central avec le manganèse. L'idée, c'est d'être sûr qu'on a cassé tous les circuits de trafic illicite dans cette partie du pays. La contrainte, s'il faut parler en termes de contrainte, j'allais vous dire qu'elle est naturelle, du fait que le Rwanda sera indéfiniment voisin de la RDC et que si par le passé nous avons eu la paix, on pourrait créer les conditions pour avoir la paix. Alors on va se quitter avec cette question. Le chef de l'État met au centre de son action la population, le peuple d'abord. Vous en savez quelque chose? Bien sûr. Aujourd'hui, cet accord qui sera signé, envisagé d'être signé entre la RDC et le Rwanda, donne-t-il des garanties et si oui, lesquelles à la population congolaise? Mais la première garantie, c'est qu'on veut la paix. Et n'oubliez pas que le président de la République, lorsqu'il parle de paix, il parle de paix définitive et durable. Ça veut dire que cette paix-là, nous l'avons sur papier, nous avons plus ou moins défini les principes de ce qui va nous conduire vers la paix. Mais maintenant, c'est question de l'implication des acteurs et de la réalité sur le terrain. C'est dans ces cadres qu'il faut situer la réunion qui s'est tenue à Washington le 30 juillet entre les différentes parties, où on a convenu d'un mécanisme où on va rapporter les différentes difficultés liées à l'application et où on a des garants, notamment américains, qui vont accompagner l'application effective de l'accord. Parce que l'objectif n'est pas seulement d'avoir un accord de paix, l'objectif c'est de développer le potentiel économique de la région. C'est pour ça que nous allons aussi dans les cadres d'intégration économique régionale. Donc tout ceci doit être bien clair et bien compris de tous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez notre invité du jour. Merci beaucoup, cher Guy.